Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette 5e édition des Journées de l'éloquence qui a débuté samedi par une itinérance à travers les villages de Fuveau, Trette-Sévenel et par une soirée d'ouverture qui avait lieu au Théâtre du Jeu de Paume, un spectacle de Michael Hirsch qui s'intitulait Pourquoi. Ce matin, nous débutons, comme chaque année, nos cycles de conférences. Cette année, vous l'avez vu sur le programme papier qui est distribué à l'entrée et qui est présent dans les commerces, le sujet des Journées de l'éloquence va être celui du rire. Le rire dont Georges Bataille disait qu'il était le saut du possible dans l'impossible. Le rire, toujours, dont Sioran disait qu'il était un acte de supériorité, un triomphe de l'homme sur l'univers, une merveilleuse trouvaille qui réduit les choses à leur juste proportion. Le rire, dont Hobbes disait qu'il était une grave infirmité de l'âme, dont toute tête pensante devrait s'efforcer de s'affranchir, et le rire enfin, dont disait Louis Kussner qu'il était une façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaire. On voit que le rire est une source d'inspiration pour un grand nombre de penseurs, de philosophes, d'écrivains, de poètes et de scientifiques depuis des siècles, à travers toutes les époques et au sein de toutes les sociétés. Et ce qui frappe quand on parle du rire, c'est sa nature insaisissable et fuyante. Ce qui frappe également, c'est son ambivalence, puisque le rire est à la fois, pour reprendre une expression qu'utilisait Victor Hugo dans L'homme qui rit, parlant du sarcasme, un bourreau toujours prêt au milieu de la foule, et à la fois un acte de partage et de générosité. Pour cette première conférence, nous allons tenter d'envisager, voir s'il est possible, de donner une définition générale du rire. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour ce faire deux conférenciers qui sont, pour le plus proche de moi, monsieur Eric Smadja, qui est psychiatre et psychanalyste entre Paris et Londres, qui est membre de la Société psychanalytique de Paris, qui est psychanalyste de couple et anthropologue, et qui est l'auteur notamment du Rire, des éditions Que sais-je, publiées en 1993, du Couple et son histoire, de Couple en psychanalyse et de Freud et la culture. L'autre conférencier que nous avons le plaisir d'accueillir est monsieur David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, qui est membre de l'Institut universitaire de France et de l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg, aussi appelé l'USIAS, c'est comme ça qu'on le dit. Il est l'auteur notamment de Anthropologie du corps et modernité, de La saveur du monde, une anthropologie des sens, et de Rire, une anthropologie du rieur. Donc ces deux ouvrages, Rire, que sais-je, et Rire, une anthropologie du rieur, publié chez Métaillé, sont la raison pour laquelle nous les avons tous les deux invités pour discuter de ce fait social simple qu'est le rire. Alors comme tout fait social simple, on le disait tout à l'heure, le rire frappe par sa complexité et la difficulté de le définir. C'est ce à quoi, sans plus tarder, c'est l'épreuve à laquelle je vais soumettre Monsieur Smadja. Mais avant cela, je dois faire un bref rappel. À savoir que cet après-midi, nous jouerons dans la cour de Sainte-Catherine de Sienne le bourgeois gentilhomme à 18h, c'est gratuit et c'est sans réservation. Demain, nous aurons une conférence qui traitera des aspects neurologiques et thérapeutiques du rire, s'il en a. Et vous avez, pour ceux qui sont intéressés, toujours des places disponibles pour la lecture qui aura lieu à l'Hôtel de Caumont mardi soir et mercredi soir, et pour le concours d'éloquence. Cependant, notamment pour le concours d'éloquence, les places sont en train de partir assez rapidement ces derniers jours, donc je vous conseille de prendre vos places en ligne. Si vous attendez la fin de la semaine, et je pense que d'ici mercredi même, il n'y aura plus de place, notamment pour le concours d'éloquence. Je me tourne à présent vers Monsieur Smadja et je vous pose la question qui était celle de l'introduction. Est-il possible de donner une définition générale du rire? Et sous quelles conditions? Bien sûr, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis de bonne humeur ce matin. Pourquoi riez-vous?
Je vais essayer de vous le dire au fil de ma conférence. Alors tout d'abord, moi j'ai intitulé ma conférence Le rire, un exemple de la complexité humaine. Lorsqu'Hugo Pinatel parlait du rire en tant que fait social et culturel, c'est une des dimensions du rire. En fait, je vais vous démontrer la multidimensionnalité du rire, comme de tout comportement humain, multidimensionnalité qui comporte en général 3 volets. Un volet, on va dire, biologique corporel, un autre volet qui est psychique, psychologique, et un troisième volet historico-socioculturel. On dit souvent du rire, d'une part, qu'il est le propre de l'homme. Aristote, dans sa poétique, repris par Rabelais. D'autre part, qu'il exprime la joie, le plaisir procuré par des récits, situations et événements considérés comiques. Enfin, qu'il est un comportement automatique, réflexe, ce que des chatouilles devraient confirmer. Selon moi, tout cela témoigne d'une méconnaissance fondamentale de sa complexité que je vais à présent vous exposer. Premièrement, le rire n'est pas le propre de l'homme. De même que les autres expressions faciales émotionnelles de base, telles que la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût, le rire est universel. Darwin en avait déjà parlé, mais d'autres auteurs américains, notamment Ekman et d'autres, l'ont démontré. Le rire est universel car il relève d'un comportement qu'on appelle instinctif, c'est-à-dire qui comporte une part innée, programmée sur le plan génétique, donc héritée, disponible à la naissance, et une part liée à l'environnement qui va déclencher ce comportement par des stimulations dites risibles comiques, mais sous certaines conditions précises. Non, le rire n'est pas le propre de l'homme car les éthologues, spécialistes du comportement animal, ont découvert chez les primates supérieurs tels que les chimpanzés le précurseur du rire humain, une mimique de jeu appelée figure détendue, bouche ouverte, avec ou sans vocalisation. Avec ou sans vocalisation. Cette mimique leur sert à annoncer, signaler le début d'un jeu social de combat, et cette mimique va accompagner ce jeu social de combat. Cependant, chez ces primates, la mimique de jeu, figure détendue, bouche ouverte, ne conservera que cette unique fonction. Mais nous en avons hérité. Par ailleurs, les premiers rires du nourrisson se manifesteront parfaitement et complètement dès leur manifestation, entre 2 et 4 mois. Si toutefois, la maturation neurologique, sensorielle et musculaire du nourrisson est satisfaisante, bien sûr. Ainsi, au premier semestre, seront successivement efficaces les stimuli tactiles moteurs, puis auditifs, style gros baiser sur l'abdomen, situation remuante, chatouillis, puis les vocalisations maternelles telles que le boum boum boum. Au second semestre seront opérants l'association des deux, puis les stimuli visuels vont entrer en scène, simples et complexes, comportant une note d'incongruité, de surprise et de nouveauté, telles que l'approche de la mère, visage masqué, rampant sur le sol, secouant les cheveux, marchant comme un pingouin, suçant le biberon de son bébé, de même que les jeux ritualisés tels que le coucou, la petite bête qui monte, le je vais t'attraper. Alors attention, tous ces stimuli-là ne sont risibles pour le bébé que si certaines conditions sont réunies, c'est-à-dire que le partenaire de jeu, la mère ou un personnage familier sont les auteurs, que l'humeur de l'enfant est favorable, que l'ambiance de l'interaction mère-enfant est ludique, que le climat est rassurant, etc. Sinon, il va crier, il va avoir peur, il va être agressif. Voilà. Deuxièmement, le rire n'est pas un comportement réflexe, automatique, mais sa fabrication est complexe. Et vous verrez peut-être que le neurologue ou des neurologues disent que le rire est un comportement réflexe, ce qui est absolument faux.
c'est dénier toute la complexité de la fabrication du rire. La fabrication est en effet complexe et je distingue 3 secteurs dans sa fabrication, pour être très schématique. Le secteur psychologique, le secteur cérébral et le secteur de sa réalisation motrice. Alors, on va faire simple sur le plan psychologique parce que c'est extrêmement complexe déjà dans ce secteur. La fabrication psychologique comporte des opérations intellectuelles ou cognitives et psycho-affectives, surtout inconscientes. Ces opérations-là, conjointes, vont transformer une situation entre guillemets neutre en une situation qui va prendre la qualification de risible ou comique, procurant alors un plaisir spécifique à la suite du repérage d'une absurdité, d'une bizarrerie, associée à un effet de surprise et de nouveauté, mais aussi du fait du réveil chez tout un chacun de plaisirs de l'enfance qui ont dû être refoulés car interdits par l'autorité parentale et sociale, qui soient d'ordre sadique, voyeuriste, exhibitionniste par exemple. Je n'en dis pas plus, parce qu'on va rentrer après dans des complications. La fabrication cérébrale, ben oui, parce que ça passe quand même par le cerveau. Donc, il y a au niveau du cerveau une stimulation et l'intervention coordonnée et synergique des structures du cortex frontal, préfrontal et temporal, qui sont des lieux de programmation et de déclenchement de quoi? Eh bien, du plaisir dit comique, risible, et du rire. En fait, il y a une double programmation au niveau du cortex cérébral. D'une part, la programmation du plaisir dit risible et de la connexion entre ce plaisir très spécifique dit du comique et la programmation du rire lui-même. Il y a une connexion entre les deux. D'autres structures interviennent dans la fabrication cérébrale du rire, telles que le système limbique et le tronc cérébral en particulier. Et puis, il y a la réalisation motrice, avec la mimique faciale qui engage certains muscles possiers, la vocalisation sur le temps expiratoire de la respiration, qui emploie une ou des voyelles. Et c'est intéressant le type de voyelle employée. Par exemple, le ha ha ha, ça donne pas le même rire que le ho 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 ou le hi 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 des enfants, ou le he he he, par exemple. Alors ça peut varier du ho ho he he ho. Bon. Et donc, le type de voyelle choisi est peut-être fonction à la fois de l'âge, de la période de la vie, mais également du sens du rire. Le ho ho ho, c'est plutôt un rire de surprise et de moquerie, peut-être. Le he he he, c'est un rire malin, etc. Le hi hi hi, c'est plutôt les enfants, par exemple. Et puis, à la mimique faciale et aux vocalisations s'associent aussi des postures, quelquefois, et des gestes d'accompagnement variables. Mais il ne faut pas oublier aussi que le rire engendre lui-même un plaisir corporel par sa réalisation même, car la bouche est une zone éminemment érogène, donc source de plaisir, depuis tout bébé. Le bébé éprouve un plaisir plaisir buccal bien sûr, mais le plaisir de la bouche est un plaisir très archaïque, et du coup le rire réactive ce plaisir-là, de même que le rire engendre un plaisir corporel par ses effets physiologiques bienfaisants, avec la stimulation des systèmes neurovégétatifs, qui appelle alors son renouvellement et qui fait de lui, en fait, un des plus puissants stimuli risibles, ce qui est assez intéressant. Enfin, troisièmement, si le rire, disais-je, est une expression émotionnelle, il est aussi un mode de communication d'affects différents, tels que la joie et le plaisir, on le sait, mais également le sentiment de triomphe lié à une performance personnelle ou une victoire sur les autres, mais également l'expression d'une hostilité, une angoisse déguisée, voire un sentiment de gêne. Selon moi, le rire appartient à un système de communication spécifique que j'ai appelé le système de communication risible-rire, et je m'inspire là du modèle de la communication, de la théorie de la communication de Shannon et Weaver, qui avait été élaborée en 1975. Alors, ce système de communication risible-rire s'établit entre un ou des émetteurs, celui ou ceux qui font rire bien sûr, qui produisent et transmettent
le message risible a un ou des récepteurs, individus ou groupes, qui répondront par le rire, qui agit lui-même comme un stimulus risible au sein d'une collectivité et exerçant un feedback positif ou négatif sur le ou les émetteurs. Il est à préciser, évidemment, que l'émetteur et le récepteur peuvent être une même personne. Ça va de soi. Une communication risible, rire, réussie, repose sur quoi? Elle reposerait en particulier sur le partage d'idées, de croyances, de règles, d'interdits, d'idéaux et de valeurs, comme sur des pratiques communes, mais également sur un imaginaire commun, par conséquent sur un accord psychologique collectif, donc sur une culture commune. Elle s'inscrit toujours dans un cadre spatio-temporel, socio-culturel, qui peut être spécialisé, institutionnalisé, devenant ce que j'appelle un sanctuaire du rire, ou alors dans un cadre non spécialisé. Cette institutionnalisation permettra en effet la libre circulation du risible et du rire qui seront alors autorisés, voire prescrits. Citons en particulier le contexte des jeux, des fêtes, du théâtre, musicaux, du cinéma, la télévision, la littérature comique, le cirque et ses clowns, etc. Toutefois, existent aussi des contextes prohibiteurs, culturellement déterminés, tels que les cimetières et les temples. Mais enfin, bon, ce sont des exemples parmi d'autres. Mais ce qu'il faut surtout préciser, qu'il y a des contextes prescrits, des contextes autorisés, des contextes prohibés. Mais surtout, vous allez me poser la question, de quoi rit-on? Ben, attendez, je vais vous le dire. Et quelles sont les principales techniques risibles? Ne nous affolons pas, on y arrive. Le comique n'échappe pas à certaines règles, partout et depuis toujours. On ne fait pas rire n'importe comment, n'importe quand, ni même n'importe où, et on ne peut pas rire de tout, même si les humoristes disent et s'autorisent à dire qu'il faut rire de tout. On ne peut pas rire de tout, c'est humain. L'humain est réglé par des règles, justement. Le monde humain est organisé par des règles, et ces règles sont inévitables. Parmi les thèmes risibles universels, citons le ou les étrangers à un groupe de rieurs, le déviant ou excentrique au sein d'un groupe, la perte soudaine de la maîtrise, qu'elle soit physique, émotionnelle ou intellectuelle, attendue de tout adulte normal par exemple, l'ordre social et toute figure de pouvoir instituée. Autre thématique risible, la sexualité et également le langage. Qu'en est-il des techniques employées? On pourrait mentionner l'exagération, ou hyperbole, l'atténuation, la figuration, la répétition, l'inversion parmi d'autres. De même que sont utilisés certains effets de contraste et le langage obscène de la sexualité à visée dégradante. Ce jeu de transformation de l'objet dit risible conduit à la fois à des effets cognitifs, tels que la surprise, le non-sens, l'incongruité, mais aussi à sa nette dévaluation ou agression symbolique, ainsi qu'à sa désadaptation sociale. En conséquence, les humains peuvent être transformés en choses ou en animaux, les animaux ou objets peuvent être humanisés, les adultes infantilisés, les enfants métamorphosés en adultes, les hommes ou les femmes travestis par le processus d'inversion. Le changement de catégorie ontologique ou sociale est ainsi fortement générateur de risibles, donc de rire. Enfin, j'aborderai quelques fonctions psychiques et sociales de cette communication risible-rire. Une première viserait, selon moi, la satisfaction symbolique des pulsions sadiques de tout un chacun, par la nette dégradation de l'objet, s'accompagnant de l'expression d'un triomphe narcissique. Il s'agit de ce qu'on appelle l'humour agressif. Une seconde fonction viserait la satisfaction symbolique des pulsions voyeuristes, exhibitionnistes par le langage verbal et ou la représentation visuelle de l'humour dit obscène,
l'angoisse, c'est l'humour noir, l'autodérision. J'indiquerai aussi une fonction intellectuelle qui engendre un plaisir dans la transgression des règles de la logique rationnelle, dans le jeu avec les mots, qui sont alors manipulés comme des choses, enfin dans l'absurde. Et puis parmi les fonctions sociales, évoquons l'exclusion des étrangers au groupe avec un renforcement concomitant de la cohésion collective, l'exclusion du déviant corrélative du maintien et du renforcement des règles et conventions protectrices de l'ordre social. En effet, le rire est également au service de la norme, dont il signale les écarts. Et puis, il y a la critique sociale et politique. Il y a aussi une fonction de séduction et d'acquisition de prestige. Ainsi, ayant hérité d'une mimique de jeu des primates supérieurs, les hommes ont tout simplement, si je puis dire, fabriqué des rires multiples et complexes, polymorphes, aux fonctions et significations multiples. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Smadjan nous a parlé du rire dans sa pluridimensionnalité, en essayant de varier les approches. On va essayer de se focaliser maintenant sur sa dimension plus socio-culturelle, avec Monsieur David Le Breton, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, l'auteur de Rire, une anthropologie du rieur. Qu'est-ce que l'anthropologie, plus spécifiquement, peut nous dire du rire ? Alors merci Hugo de votre invitation, merci aussi d'ailleurs à toute l'équipe du festival et puis merci à chacune et chacun de vous de m'écouter. Je crois que je vais prolonger en fait le propos d'Éric en entrant sans doute davantage dans les détails à travers une sorte de balade anthropologique. Pardonnez-moi de rester un peu rivé sur mon texte, mais en fait c'est ma seconde conférence seulement sur le rire puisque mon livre est paru il n'y a pas très longtemps. Donc et puis comme je vais faire un certain nombre de citations, vous allez voir, c'est plus simple que je l'ai sous le regard. Voilà. Donc le rire ne manifeste pas nécessairement la joie, ni même le comique d'un mot ou d'une situation. Le rire donc n'est pas toujours le plaisir. Sa signification varie selon les circonstances et les lieux. Si le rire s'écrit au singulier, il s'entend toujours au pluriel. Certes, il manifeste la joie pure, la bonne humeur, le plaisir des retrouvailles par exemple, mais aussi sur un autre plan, et c'est ça qui m'a davantage passionné d'ailleurs dans l'écriture de mon livre, le rire peut incarner aussi la détresse, le sentiment de supériorité, la haine, la honte, la timidité, le triomphe, la raillerie, la surprise, l'embarras, la politesse, la soumission, l'incrédulité, le dédain, la morgue, le défi, la volonté de sauver les apparences ou de mettre à distance une émotion, etc., etc. En fait, mon exposé vise surtout l'ambivalence du rire, la complexité et l'ambivalence du rire. Certains rires donc sont liés au comique d'une histoire ou des circonstances, d'autres à la jubilation d'exister, de jouer, d'être ensemble, d'autres encore au soulagement d'avoir échappé d'un souffle au danger. La disparition d'une contrainte suffit parfois à le provoquer. Ainsi, des enfants, libérés d'une journée d'école et courant avec exubérance vers la liberté retrouvée, lancent-ils maintes rires à la cantonade. Le plus souvent, le rire est jubilation, saveur de l'instant, moment de partage avec les autres, échappée belle de la pensée. Les situations comiques sont délectables, l'hilarité volontiers recherchée, surtout lors d'occasions festives. Le rire alors traduit la vitalité, l'exubérance, quand la vie jaillit à plein corps, comme dans la fameuse séquence de Singing in the Rain, où Jane Kelly danse sous l'averse, le sourire et l'amorce d'un rire aux lèvres. C'est le grand écrivain Henry Miller qui décrit une scène très proche à Far Rockaway, quand pour la première fois, il est encore adolescent, il éprouve une nécessité intérieure d'écrire qui le bouleverse complètement. La nuit tombe, les nuits se vident, il se sent bouillonner d'énergie, d'électricité, et là je cite Henry Miller qui écrit « Quand la pluie se mit à tomber et que la face obstinément levée vers le ciel, je la reçus comme une gifle, je me pris brusquement à beugler de joie, à rire et rire et rire comme un fou, sans bien entendu savoir pourquoi. Je débordais seulement de joie, j'étais fou, fou de joie,
à l'idée de me trouver seul, absolument. » Fin de la citation. Le rire est aussi parfois un comportement de façade pour dissimuler une gêne ou une contrariété après la prise de connaissance, par exemple, d'un échec personnel. Il incarne aussi la résistance, un dernier sursaut de fierté quand tout est perdu, une manière de ne jamais s'avouer vaincu, ainsi par exemple de l'humour dans les camps de la mort de l'Allemagne nazie. On ne peut comprendre le rire en l'analysant seulement sous l'angle du risible. L'un des motifs les plus courants du rire tient à la sociabilité, au plaisir d'être ensemble qui rend peu sensible à la valeur des plaisanteries échangées. Le rire alors est la matière première de la plupart des relations sociales sans qu'aucune blague ne soit nécessairement énoncée. Plus une assemblée est détendue, joviale, et plus les rires fusent et soudent le groupe dans une complicité heureuse. Le groupe potentialise les sentiments et il accentue les rires à l'infini par un effet de contagion et de ritualité de l'être ensemble. L'amitié ou les relations de voisinage amènent à partager des moments conventionnels de rire sur la pluie ou le beau temps, sur les comportements incongrus des voisins, les scandales politiques, les vacances, etc. Ils renforcent l'entente des personnes en interaction. Un commentaire entendu 1000 fois sur le fait, par exemple, qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, vivement les vacances, le travail c'est la santé, etc., amène inlassablement le rire, alors qu'on les a, on est vraiment dans des espèces de routines du rire, mais ce qui joue là, c'est plutôt le contact avec l'autre, ce que les linguistes appellent la dimension fatigue, la dimension du contact, et pas du tout la dimension du contenu qui est vraiment échangé. Donc d'où d'ailleurs l'impossibilité de plaisanter ou de partager un rire avec quelqu'un que l'on méprise ou que l'on conteste. Là, dans ce cas-là, on aura plutôt le rire de haine, de harcèlement, de mépris, etc. Il est malaisé aussi de contraindre quelqu'un à rire. On rit mal sur commande, ou alors le rire sonne un peu faux. On peut en reproduire le son, mais non le jaillissement. Cependant, on ne rit pas toujours pour les mêmes raisons, ni de la même manière, car malgré tout, le rire est éminemment ritualisé. Il n'est pas une émanation de la nature ou de la biologie, mais de situations sociales particulières que les individus ont appris à associer au rire. Quand un individu rit, en fait, toute la société s'exprime aussi à travers lui. Dans sa tonalité paisible, le rire est un adoucisseur de contact, comme le sourire d'ailleurs. Il est le plus souvent créateur de liens, même entre des individus qui ne se connaissent pas, car le rire dissipe tous les obstacles. Souvent, dans l'histoire de la théologie ou des mondanités, on distingue deux sortes de rires. Les rires qui traduisent la joie et ceux qui témoignent de la duplicité, de la moquerie, de la cruauté. Donc d'un côté, un rire d'acquiescement et de l'autre, un rire de dénigrement. L'hébreu, par exemple, dispose de 2 mots pour qualifier ces tonalités différentes du rire. Sahak, qui renvoie à un rire joyeux et qui donne d'ailleurs son nom à Isaac, et lag, qui renvoie plutôt à la moquerie, à la dérision. Le grec, la langue grecque, désigne également ces formes différentes de rire par 2 mots distincts. Gelan, qui renvoie au rire de la joie, et katagelan, qui renvoie au rire méchant, agressif. Le latin, en revanche, n'a qu'un seul mot, le mot risus, qui recueille absolument sans nuance toutes les ambiguïtés du rire. Donc, imprégné d'ambivalence, le rire mêle le rationnel et le dionysiaque. Il en appelle à la fois à la raison, pour la perception du comique d'une situation ou d'un mot d'esprit, mais simultanément, il donne la part belle au corps, à l'articulation du sens et de l'organique. Donc, ni réflexe, en effet, ni décision volontaire. Le rire est un surgissement du corps. Il interrompt les circulations de la parole, toujours marquées évidemment d'affectivité et d'une présence corporelle, mais dans la vie courante, le corps s'exprime de manière discrète, de manière prévisible. Là, dans le rire, le corps prend vraiment le dessus. Et il le fait par l'ébranlement de la personne, soudain secouée de soubresauts, la respiration saccadée, les borborigmes. Le rire est donc une espèce de turbulence passagère qui libère un instant des exigences d'identité et des protocoles. Il incarne une brève échappée belle hors des routines du quotidien. On dit d'ailleurs le rire éclate. Certes, il se réfrène parfois, donc il est tout à fait du registre de la réflexivité, on peut se retenir un rire ou l'accentuer ou le réfréner,
Mais en tous les cas, le rire, toujours, vient démanteler le corps achevé, fermé, délimité, lisse, bien lisse de la vie courante. Il fait voler en éclats les identités paisibles et confortables, il ouvre une fenêtre hors du monde propre, une échappée hors des contraintes, et il est aussi très contagieux. De nombreuses métaphores insistent sur cette dimension corporelle du rire et sur la dissolution de toute convenance. On pisse de rire, on rit à en pisser dans sa culotte, on est plié en deux, on se tape le cul par terre, on se bidonne, on hoquette, on se gondole, on se pâme, on se boyote, on crève de rire, on se paye une bosse, on rit comme un dératé, un bossu, un tordu, un fou, on rit à en perdre le souffle, à ventre déboutonné, etc. Bon, je vous épargne les innombrables expressions de la langue française qui témoignent justement de ce surgissement incongru du corps, alors que vous n'avez absolument pas le même équivalent dans le sourire. Le rire, c'est la part du corps, le sourire, c'est la part de la spiritualité. Donc, on va parler plutôt de la luminosité d'un sourire, etc. Par contre, les métaphores autour du rire sont toujours éminemment corporelles. Parfois même, d'ailleurs, ces métaphores renvoient carrément à l'animalité. Par exemple, on parlera d'une saillie, on parlera de ricaner. Ricaner, ça vient d'un vieux mot français, réchaner, qui renvoie au fait de braire. On glousse aussi, donc on glousse comme un coq, on rit comme une baleine, comme une hyène, etc. Vous voyez, c'est un peu comme si le rire rabaissait en quelque sorte l'humain, d'où d'ailleurs le fait que les théologiens ont très longuement combattu le rire, rappelez-vous le nom de la rose d'ailleurs, comme le rire comme étant une manière de désacraliser en quelque sorte la création. Donc le rire est composé d'éclats multiples qui ricochent les uns sur les autres dans un mouvement rieur sans fin. Il est composé, ce rire, de couches de sens innombrables et ambivalentes. Alors il n'y a aucune formule de la fabrication du rire, mais plutôt une myriade de matrices. Je vais vous citer Groucho-Marx, par exemple, qui en avait marre qu'on lui demande toujours comment il faisait rire les gens. Et Groucho-Marx explique « Je suis prudent de nature et je n'ai ni le désir ni le pouvoir d'analyser ce qui fait qu'un homme peut en faire rire un autre. J'ai lu des tas de livres écrits par des spécialistes reconnus qui démontent les mécanismes de l'humour et qui essaient d'expliquer ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas, mais je doute qu'un seul comédien sache vraiment ce qui déclenche le rire et pas son voisin de palier. » Fin de la citation. Alors vous connaissez peut-être ce mot merveilleux de Francis Blanche, sollicité lui aussi pour la énième fois sur les mécanismes du rire, et qui dit « Non, je n'y suis pour Bergson ». Ça, je trouve ça absolument fabuleux. Mais c'est tout l'humour d'ailleurs de Raymond DeVos fondé sur le langage par ailleurs. Et je vais vous citer aussi Pierre Dac, qui est une approche de Pierre Dac qui s'applique merveilleusement à toute tentative de définition du rire. Il dit « Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. » Fin de citation. Et une autre histoire que je trouve assez savoureuse, c'est un exégète, un jeune exégète, qui offre son commentaire de la Bible à un ancien. Il revient l'année suivante et demande à l'ancien si son livre l'a aidé à mieux comprendre le texte sacré. Mais l'ancien lui répond que c'est le contraire qui est arrivé. C'est la Bible qui l'a aidé à mieux comprendre son livre. Voilà. À mon avis, c'est aussi une très bonne définition de l'impossibilité de définir le rire. Je vais vous dire quelques mots sur le fou rire. Dans l'écoulement de la vie quotidienne, nous sommes en permanence à la merci du rire, voire même du fou rire qui se déclenche inopinément du fait de la crispation propre à certaines situations sociales empreintes de gravité. Il surgit, le fou rire, là où il est essentiel de garder son sérieux, là où le rire, justement, est absolument interdit. Il jaillit même dans un contexte douloureux à cause de l'incongruité d'un propos ou d'un comportement qui libère la tension accumulée. Impossible de se retenir, rire fou, car délié de toute civilité, de toute attente sociale, et nécessairement impudent pour les témoins. Les ritualités les plus sérieuses sont percutées de plein fouet par l'échappée belle d'un malheureux qui n'arrive plus à se retenir. Le rire ici est rarement joyeux. Son auteur cherche désespérément à le rompre, car il sait la situation compromettante et redoutable pour lui et les personnes qui croient que l'on se moque d'elle. Il n'ignore pas les représailles possibles qui l'attendent ou les blessures qu'il est en train d'infliger à son corps défendant.
Il perd la maîtrise de sa représentation sociale et s'expose au jugement des autres. Et l'un des souvenirs les plus noirs de mon enfance, et qui m'a certainement amené à écrire d'ailleurs ce livre, l'un des souvenirs les plus noirs de mon enfance est la violente colère à mon égard d'un vieil enseignant à la redoutable réputation qui m'avait donc envoyé au tableau pour que je réponde à ces questions. Je devais avoir une douzaine d'années, j'étais bien incapable d'y répondre. Il était extrêmement en colère contre moi et sa rage l'avait fait postillonner sur le tableau sans qu'il s'en rende compte. Il était en train, donc sans le savoir, de perdre la face. J'étais saisi, moi, d'un inextinguible fou rire, comme souvent à cette époque, en même temps que d'un sentiment d'ailleurs d'irrémédiable. C'est vraiment l'un des souvenirs les plus durs que j'ai de mon enfance. La terreur était en moi, mais le déferlement du rire me submergeait. Derrière moi, il y avait 30 autres gamins qui étaient pliés en deux, et le prof qui était dans une colère absolument terrifiante. Bon. Ces fous rires ont scandé mon enfance. J'entends encore les voix courroucées qui me les reprochent, et je me souviens des heures et des heures de punition, debout devant des poêles brûlants pendant l'hiver, ou à tourner autour des cours de récréation avec une affiche épinglée dans le dos pour dire mon indignité, sans compter les innombrables coups de règle sur les doigts qui étaient assez de mise à mon époque quand j'étais écolier. Voilà, donc le fou rire est un incident redoutable dans la vie courante, car il expose à perdre la face et surtout à la faire perdre aux autres, sans pouvoir s'en justifier, même si le plus souvent il est perçu comme un désagrément provisoire et pardonnable. Dans une lettre de janvier 1913, Franz Kafka raconte à Félix un tel événement qui l'emporte et son corps défendant dans une situation extrêmement pénible. Ce jour-là, avec 2 collègues de bureau ayant également obtenu un avancement, tous vêtus de leur habit de cérémonie, Kafka est face au président de l'institut où il travaille. C'est un homme respecté, un homme extrêmement austère. L'un des promus, très sérieux, tient un discours de remerciement que le président écoute avec solennité. Kafka remarque soudain le ventre un peu proéminent du directeur. Et cette soudaine irruption du corps, dans la sacralité du moment, le déconcentre. Il sent avec horreur monter en lui un rire qu'il tente en vain de réprimer en stimulant des éternuements. Quand le président relève la tête pour entamer le discours d'usage, je cite Kafka, « il pouvait voir ma mimique et constater facilement que le rire qui s'échappait de mes lèvres, à mon grand regret, n'était nullement un accès de toux. » Fin de la citation. Mais le président ne se démonte pas. Au-dessus de la mêlée, il entame son discours, mine de rien. La situation empire à cause de l'attitude malencontreuse d'un collègue qui essaie de rappeler Kafka à l'ordre. Ce qu'il ne faut jamais faire avec les gens qui sont pris dans un fou rire, évidemment. Donc Kafka a écrit « Je fus hors d'état à ce moment-là de me contenir et je vis fondre tous mes espoirs de parvenir jamais à me ressaisir. » Fin de citation. Peu à peu, le fou rire gagne l'auditoire, seul le président reste absolument imperturbable. La situation, les cérémonies se poursuivent malgré ces vagues de turbulence. Un autre collègue prend la parole à son tour et s'embrouille. Et à ce moment-là, toutes les digues se rompent. Et je cite à nouveau Kafka, « J'éclatais d'un rire sonore, brutal, tout le monde se tut. Et je fus enfin, à mon rire, le centre reconnu de l'attention. Avec cela, naturellement, tout en riant, j'avais les genoux tremblants de peur, et de leur côté, mes collègues pouvaient maintenant rire tout leur saoul. » Fin de citation. Le président déconcerté s'efforce de faire bonne figure, je cite Kafka à nouveau, il trouva une phrase quelconque pour donner à mes hurlements je ne sais quelle explication humaine, en rapport, je crois, à une plaisanterie qu'il avait faite il y a bien longtemps, après quoi il se hâta de nous congédier. Fin de citation. Oui, il a réussi, ce directeur, à sauver la face, mais avec un bel art sociologique, de faire semblant de rien, de répercuter ce fou rire à une plaisanterie qu'il aurait faite il y a longtemps, etc. Bon, voilà. Bon, je continue sur ces histoires de fou rire. Donc, le rire, par exemple, qui transparaît lors des funérailles. Je crois on a tous des exemples comme ça en tête. Tient à cet engorgement de l'émotion. Ça fait rire. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Donc, l'engorgement. Je ne perds pas la face, vous avez vu. Voilà, et moi non plus, je continue d'être Vous n'êtes pas concerné. Non, mais je suis toujours dans mon cimetière en train d'essayer. Je suis l'auteur et la victime.
Voilà, donc revenons au cimetière. Les cérémonies funéraires, donc qui sont des hauts lieux justement de jaillissement des fous rires. Je vais vous citer la grande Colette qui décrit avec douleur l'acheminement de son père qui est mort, donc le corps de son père vers le cimetière, avec sa mère qui est complètement effondrée, qui parle en permanence à son mari dans son cercueil, qui est en larmes, etc. Et puis voilà toute l'assemblée qui rentre dans la maison. Alors là, je vous cite Colette, je la cite, « Un petit chat entra, circonspect et naïf, un ordinaire et irrésistible chaton de 4 à 5 mois, un saut périlleux en avant que rien n'annonçait, le jeta séant par-dessus tête à nos pieds, et elle riait, ma mère en deuil, elle riait de son rire aigu de jeune fille, et frappa dans ses mains devant le petit chat. » Fin de citation. Dans un contexte social lourd d'émotions, rien de tel d'ailleurs qu'un pet ou un ro pour déclencher une vague d'hilarité incontrôlable. Certes, le fou rire est aussi contagieux dans un groupe d'amis dont les rires se relaient mutuellement lors de franches parties de rigolade. Un autre exemple de fou rire dans une situation tragique, là j'emprunte au livre d'Arthur London, L'aveu, dont Costa Gavras d'ailleurs a fait un très beau film, mais je ne me souviens plus du tout si Costa Gavras a repris cette scène qui est vraiment extrêmement dure. Je vais vous la citer. Donc c'est le procès de Prague en 1952, qui met au banc des accusés des membres du Parti communiste qui font de l'ombre à la présidence stalinienne de la Tchécoslovaquie de l'époque. Il s'agit également de donner des victimes émissaires à une population à bout de souffle. Ces hommes sont accusés de conspiration contre l'État. Ils n'ont évidemment absolument rien fait. D'ailleurs, la plupart sont juifs et c'est aussi une vague d'antisémitisme de l'État tchèque de l'époque. Dans l'un des moments les plus tragiques du procès, l'un d'entre eux, qui fait sa déposition, amaigri par les mauvais traitements, par la torture, par la prison, qui s'appelle le sling, perd son pantalon. Je cite Arthur London. Le spectacle comique de notre camarade en caleçon déclenche parmi nous un rire homérique, hystérique. Notre ami Sling pouffe de rire tout le premier en relevant son pantalon et a bien du mal à poursuivre sa déposition. Les co-accusés sont emportés dans la tourmente. Le rire gagne l'assistance et les membres du tribunal. Le procureur dissimule son visage derrière un journal largement ouvert. Les membres du tribunal plongent la tête dans leur dossier. Les gardiens glapissent en essayant de se retenir. Fin de citation. Nul n'échappe plus à ce rire. Tous sont sous la pression. Les membres du tribunal n'ignorent pas la mystification qu'ils doivent entériner en condamnant bientôt à mort 11 des prévenus, dont Sling d'ailleurs, et les autres à la prison à vie. Et ces derniers, les accusés, n'ignorent absolument pas le sort qui les attend, mais dans ce climat de tension extrême, le fou rire est comme une sorte de grimace ironique, il autorise une sorte de défoulement grotesque. Donc le rire paraît hors de tout contrôle, saisi dans l'évidence de la situation. On éclate, entre guillemets, de rire, je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, je l'ai dit, Eric l'a dit aussi, le rire n'est jamais un réflexe. Il est toujours une réflexivité, inscrite donc dans un contexte social. Il se retient pour ne pas blesser quelqu'un, pour éviter d'attirer une attention fâcheuse sur soi. On peut arborer un rire complice, indulgent, en assistant à une scène drôlatique sur un trottoir pour afficher sa largeur d'esprit, ou poursuivre son chemin sans se départir de son sérieux, faute de partager par exemple la scène avec quelqu'un. On rit dans sa barbe, comme on dit, ou on rit sous cape, en s'efforçant de ne pas se faire remarquer, ou à l'inverse, on rit avec exubérance pour signifier un mépris, ou un désaveu envers une personne ou une situation, ou au contraire pour montrer combien on est en accord avec le groupe dans lequel on est plongé. On va rire également de plaisanteries qu'on a entendues des milliers de fois, comme je vous disais tout à l'heure, le travail c'est la santé, nul d'entre nous ne va réfréner son rire à ce moment-là, parce que ça fait partie du jeu social de dire en effet le travail c'est la santé, etc. Mais dans le rire, il y a aussi une sorte de police, et je vais en dire quelques mots. Donc, le rire comme instrument du mépris
est le fil rouge de sa dénonciation par les philosophes ou les théologiens depuis Aristote. Cet usage qui vise à abîmer l'autre, à se moquer de lui, est souvent l'argument de ceux qui stigmatisent le rire dans son ensemble en le décrivant seulement sous cet angle. Dans la poétique, par exemple, Aristote associe la comédie à la laideur, au ridicule, etc. Donc Aristote n'aime pas trop, même si Aristote est un philosophe éminemment vivant et chaleureux, à la différence de Platon, qui est un personnage assez insupportable, mais Aristote quand même trouve que se moquer des gens, ça ne se fait pas très bien, ça ne se fait pas. Donc ces remarques péjoratives d'Aristote, on les retrouve en filigrane sous la plume de maints auteurs opposés au rire à toutes les époques. Cette approche d'ailleurs est surtout théorisée par Hobbes, que Hugo citait tout à l'heure. Hobbes est une espèce d'horreur absolue à l'encontre du rire. Pour lui, c'est le lieu de la dégradation, de piétinement de l'autre, etc. Donc un rire impitoyable et sans nuance existe dans l'affirmation d'une supériorité personnelle. Il alimente les innombrables situations de harcèlement aujourd'hui à l'école, dans les collèges, dans les lycées ou dans les rues parfois, comme le vivent par exemple des personnes handicapées ou des personnes en surpoids ou autres. Donc on peut rire parfois avec les autres, mais on va rire de quelqu'un ou d'un groupe. Celui qui sort du commun par son apparence, son attitude, sa différence, il est épinglé comme souffre-douleur sous une forme brutale, parfois sous une forme atténuée. C'est lui ou elle qui va être préposé au risible. On le ridiculise pour le ramener dans le droit chemin, entre guillemets, car il s'en écarte par son goût des études, par exemple, notamment dans certains quartiers populaires où ceux qui sont beaux à l'école vont vivre des violences terribles, son application, sa réussite sociale, la forme de son corps, mais c'est bien connu, son nom aussi, on peut se moquer de quelqu'un à cause de son nom, on a tous connu ça à l'école, son origine culturelle, là, on est à la lisière ou carrément dans le racisme, on va se moquer de l'autre à cause de sa religion, de son infirmité, de son orientation sexuelle, là, il y a l'extrême violence contre les personnes gays ou les personnes transgenres aujourd'hui, ou alors on va se moquer de quelqu'un parce qu'il a un frère trisomique ou son père est réputé buveur ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà, vous voyez des formes extrêmement classiques de harcèlement, de mépris, où le rire est absolument partie prenante. Donc la crainte de devenir la risée des autres, un risé, mais il y a on a l'impression que c'est un jet de phosphore sur les personnes qui en sont victimes. La crainte de devenir la risée des autres est une solide prévention sociale, un repoussoir à toute originalité. La police du rire est un exorcisme de la différence perçue comme intolérable. Elle rappelle à l'autre qu'il ne doit pas pousser trop loin sa singularité sous peine d'incommoder. Ne pas attirer l'attention sur soi est la meilleure garantie de ne pas se transformer en victime sacrificielle. Le rire exprimé là marque le triomphe de ceux qui sont bien sous tout rapport et qui témoignent de leur morgue envers ceux qui ne jugent indignes. Il formule un jugement donc sur le comportement des autres en prenant des gants qui dissimulent parfois une main de fer pour dire un mépris ou attaquer un groupe ou une personne. Dans cette déclinaison, le rire est socialement conservateur, assujettissant l'individu à la pression du groupe, raillant par avance quiconque cherche à s'en écarter, selon bien entendu une définition propre aux railleurs, érigée en redresseur de tort et en directeur de conscience. En revanche, ce rire va entamer profondément le sentiment d'identité de celui qui est moqué, car il provoque l'humiliation, l'atteinte à l'estime de soi et la mise à l'écart. Alors Baudelaire a merveilleusement écrit là-dessus. Il dit le rire est dans l'homme la conséquence de l'idée de sa supériorité. Donc il s'agit de rehausser sa valeur personnelle, non pas par ses œuvres propres, mais par l'abaissement de l'autre, éventuellement donc en le vouant à la dérision publique. Quand on rit d'un autre, c'est avec la conviction que soi-même, on ne ferait jamais une telle bourde. Moi, je ne tombe pas, moi, je marche droit, moi, mon pied est ferme et assuré. Là, je cite Baudelaire, pardon. Ce n'est pas moi qui commettrais la sottise de ne pas voir un trottoir interrompu ou un pavé qui barre le chemin. Ou un micro. Pardon, oui, ou un micro.
Mais aussi, pour d'autres, là, je suis davantage dans des questions malheureusement plus contemporaines, ce n'est certainement pas moi qui serais juif, c'est sûrement pas moi qui serais arabe, c'est sûrement pas moi qui serais homosexuel, c'est impossible, et c'est certainement pas moi qui se serait laissé corrompre comme les politiques, etc., etc., ou dont la mère aurait une réputation de frivolité. Certainement pas, impossible. Donc, rire d'une situation socialement incongrue est une manière de rappeler l'ordre moral du monde. Il y a des choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne dit pas sans s'exposer au ridicule. Le rire est donc au service finalement de ce que Howard Baker, le sociologue américain, appelait les entrepreneurs de morale. Ceux qui ne supportent pas un instant d'autres manières de vivre, de penser ou de sentir que les leurs. Les moqueurs usent de la dérision plutôt que de la force physique pour modifier les comportements ou l'apparence désavouée des autres. Ils se confortent à bon compte sur leur exemplarité. Ils n'ont ni les défauts physiques, ni la moralité ou la religion ou les traits physiques de ceux dont ils se rient. Ils sont affranchis, eux, de toute raillerie. Alors, je passe quelques passages, quelques lignes de mon texte. Je vous cite à nouveau Baudelaire qui dit « L'homme mort avec le rire ». Ça, c'est magnifique. L'homme mort avec le rire. Il n'y a pas que les coups de poing dans la figure qui font mal, vous le savez bien, et sans doute d'ailleurs que le rire est beaucoup plus violent que peut l'être une agression physique. Et je vais prolonger la citation que Hugo a faite de Victor Hugo dans L'homme qui rit. « Faire du mal joyeusement, aucune foule ne résiste à cette contagion. Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds, et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblées, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près, qui est le sarcasme. » Fin de citation. Voilà. Je résume là quelques passages. Je me demande si je ne suis pas plus long que je le croyais. Non, je suis encore dans les temps. Non, on est encore dans les temps. Bon, d'accord. Tout le monde entend bien, c'est la seule question que je me posais. C'est bon ? Ah, parce que j'ai un problème de micro. Oui. Ouais. Okay. Bon, je vous résume, je ne vais pas lire ces deux paragraphes, mais vous savez qu'il existe un certain nombre de sociétés humaines qui, pour désamorcer des tensions à l'intérieur du groupe, utilisent le rire. Il y a les ethnologues en ont décrit plusieurs, notamment Robert Lowy, par exemple, chez les Indiens au Crow. Les Inuits également sont très réputés en la matière. Quand il y a une tension entre deux ou plusieurs membres du groupe, l'ensemble de la communauté réunit les fauteurs de troubles et on les convie à une sorte de joute où il s'agit de ridiculiser l'autre, mais en restant dans les normes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'attaquer la famille ou autre, parce que dans ce cas-là, immédiatement, la communauté rappelle à l'ordre. Et voilà une manière donc de dissoudre les tensions par le rire, par la plaisanterie, qu'on rencontre donc dans un certain nombre de sociétés humaines. Alors, maintenant, je vais aborder un autre sujet qui a été tragique pour nous ces dernières années. Donc, c'est l'universalité du rire. Effectivement, le rire est, comme l'a rappelé Eric, sans doute n'est pas le propre de l'homme. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On sait aussi qu'il y a des animaux qui rient et même qui sourient. C'est tout à fait fascinant. Mais en revanche, ce qui n'est absolument pas universel, ce sont les raisons de rire. Ce qui fait rire les uns peut laisser les autres de marbre, mais peut aussi amener au désir de tuer celui qui vient de dire une plaisanterie. Alors, à condition d'en partager les codes et les valeurs, l'humour est la célébration du lien social. Il réunit les rieurs autour d'une situation cocasse ou d'une plaisanterie. Un mot d'esprit ou une histoire drôle participe donc d'une sociabilité valorisée. Ils se transmettent avec délectation, souvent sur un mode quasi cérémoniel, selon les rencontres, comme des choses précieuses, réclamant le partage pour en accroître la jouissance. Cependant, le risible de l'un est parfois l'intolérable de l'autre. La même histoire drôle suscite des réactions bien différentes selon les contextes sociaux ou culturels. Je prends un exemple banal. Les histoires de cocu, si communes il y a encore quelques décennies, tombent aujourd'hui totalement en désuétude du fait de la liberté des mœurs, de la précarité des mariages, l'aisance de la recomposition des couples également, etc. Et même du temps de leur succès, de ces histoires de cocu, qui impliquaient d'ailleurs la stabilité conjugale, ces histoires étaient loin de susciter la même hilarité à travers, par exemple, simplement le monde européen ou occidental. Pour les Américains, par exemple, le cocu était victime d'un abus de confiance et suscitait plutôt la pitié.
On n'en aurait absolument pas ri de ces histoires-là. De manière générale, dans le monde anglo-saxon, le puritanisme n'était guère propice à ce genre de divulgation ou de réjouissance. C'était des histoires privées et ça ne concernait pas les autres. Les mêmes histoires, évidemment, choquaient profondément les Espagnols ou les Portugais. Elles étaient absolument inaudibles pour les populations musulmanes du Maghreb, où le mari trompé était atteint dans son honneur, et parfois même dans certains pays où la charia était de rigueur, la femme adultère, non pas l'homme, vous noterez, mais la femme adultère était carrément lapidée, et en Chine, elle était également condamnée à mort. Les mêmes histoires, comment elles peuvent avoir des conséquences extrêmement différentes. Le rire, donc, est une convention sociale. S'il est lié à la qualité comique d'une situation ou d'une blague, il est aussi une modalité de rattachement aux autres. L'humour et les situations comiques sont donc toujours saisis dans les mailles de l'histoire et d'une culture, ou plutôt dans une trame commune de sens et de valeurs. Les jeux de mots ou les effets comiques d'une langue exigent par exemple une bonne connaissance de son usage et de son esprit. Savoir rire dans une langue étrangère est réservé seulement à ceux qui en sont familiers. En outre, ce qui était risible à un moment ne l'est plus du tout pour les générations suivantes. De nouvelles formes apparaissent, le rire donc s'enracine dans l'histoire. Et la lecture des blagues anciennes, j'ai lu un certain nombre de manuels, de recueils d'histoires drôles de l'Antiquité ou d'autres pays, la lecture des blagues anciennes laisse souvent rêveur sur ce que nos ancêtres y trouvaient de si drôle. Maintes situations comiques ou mots d'esprit évoqués même par Bergson, ce qui n'est quand même pas très vieux, quand on lit les exemples que prend Bergson, presque toujours, ça nous laisse absolument sidérés de dire mais comment est-ce que nos aïeux pouvaient rire de trucs comme ça ? On ne voit pas trop ce qu'il y a de rigolo là-dedans. D'autres auteurs de l'avant-guerre, par exemple, avant Bergson encore, quand on les lit, donc on ne voit pas du tout ce qu'il peut y avoir d'amusant. Ceux de l'Antiquité, pointés par exemple par Cicéron ou par Quintilien, également quand on les lit aujourd'hui, nous laissent absolument de marbre. Ou encore ceux qui sont réunis dans le Philogélos, donc un vieux traité d'histoire drôle de la Grèce antique. Là aussi, on reste un peu sidéré. Et même pour les blagues de la Renaissance, je pense au recueil de Castiglione, qui avait recueilli des milliers de situations drôlatiques. Là aussi, on a du mal à comprendre comment ça pouvait faire rire nos ancêtres. Voilà. Donc finalement, chaque époque engendre un risible différent. Les codes changent, les objets, les cibles coutumières, les zones d'intouchabilité également qui se déplacent. Le comique d'un moment se périme extrêmement vite. Alors, que le rire ne soit pas universel dans les motifs qui le provoquent, c'est illustré tragiquement dans les manifestations qui ont mené nombre de musulmans dans les rues après la publication, en septembre 2005, dans un journal danois, de 12 dessins humoristiques autour du prophète, qui visaient en fait à dénoncer par le rire la perversion de son image par des intégristes. C'est pas du tout une attaque contre l'islam, mais contre l'intégrisme. Mais les intégristes ont su réagir avec la virulence que l'on sait, entraînant plus d'une centaine de morts à travers le monde, en différents pays, d'innombrables destructions d'églises ou d'ambassades. Selon Tzvetan Todorov, seuls 5 de ces dessins pouvaient être qualifiés de caricatures. L'un d'eux montre le prophète avec une bombe à la place du turban. Et c'est évidemment pas le prophète en tant que tel qui était visé, mais bien l'instrumentalisation de l'islam par les intégristes. Ces dessins furent taxés de blasphème dans des pays comme la France par exemple, mais comme aussi le Danemark, où paradoxalement le blasphème n'existe pas, n'a aucune valeur juridique. Je cite un théologien protestant, Bob Slug, qui écrit d'ailleurs, du point de vue évidemment d'une morale chrétienne, mais impossible à entendre pour l'islamisme radical, je le cite, « La pire caricature morale de Dieu, la plus irreligieuse, qui vraiment défigure Dieu et que rien ne justifie, pas même les pires caricatures picturales de Dieu, est de tuer l'homme qui est à l'image de Dieu. » Fin de citation. Dans nos sociétés, d'ailleurs, le Christ ou le pape ont été maintes fois caricaturés sans que nul ne s'en offusque. En toute rigueur, d'ailleurs,
même si on est un fervent catholique ou un fervent musulman ou un fervent juif, en toute rigueur, les dessins satiriques n'atteignent pas Dieu si on a la conviction de sa puissance et de sa miséricorde. Ils touchent seulement des susceptibilités individuelles, et particulièrement les intégrismes, qui prétendent protéger Dieu mieux que lui. Les intégrismes posent donc un verrou sur le rire et y voient d'emblée une insulte au regard de la gravité nécessaire de la relation au divin selon eux. Quelques anecdotes aussi à ce propos-là. Je me rappelle tout de suite de Goebbels qui disait « L'humour est juif, nous allons éradiquer l'humour ». Ou encore, je pense aussi à François Roustang, Comment faire rire un paranoïaque, c'est un merveilleux livre. Voilà. Quand vous avez réussi à faire rire un fanatique, je pense au livre d'Amos Oz, ou à faire rire un paranoïaque, vous avez gagné, parce que ça prouve qu'un chemin est en train de s'accomplir, parce que l'humour implique toujours une distance, une réflexivité. Or, vous le savez bien, avec les intégristes, non seulement on ne discute pas, mais ils sont absolument intolérants à toute forme d'humour. Et puis c'est le fameux débat d'ailleurs dans Le nom de la rose entre le franciscanisme du frère Guillaume et puis la rigidité, l'intégrisme du frère Georges, pour qui rire est diabolique forcément, est une forme donc de désacralisation de la création de Dieu. Donc par ailleurs, pour les valeurs occidentales, le meurtre de l'équipe de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 relève d'une autre logique. Ce meurtre ne mise plus sur l'argumentation ou la réplique de l'humour, mais par le meurtre. Vous vous rappelez ce jour-là, donc le massacre de ces hommes, de ces femmes. Dans le volume qui paraît après, dans Charlie Hebdo, après la tuerie, Luz dessine sur la couverture le prophète tenant une feuille de papier sur laquelle est écrit « Je suis Charlie, tout est pardonné ». Ce qui est absolument magnifique de la part de Luz, d'ailleurs, qui avait été l'une des victimes. Narguant l'interdit de la représentation des intégristes, Plantu esquisse le visage imaginaire du prophète avec la phrase inlassablement recopiée « Je n'ai pas le droit de dessiner Mahomet ». Dans le monde entier, d'ailleurs, des dessins dénoncent l'intolérance sur un mode amer ou critique, offensif ou nuancé. D'innombrables dessins introduisent un humour mélancolique, plus ouvert au sourire d'ailleurs qu'au rire, pour affirmer la solidarité avec les membres de l'équipe de Charlie Hebdo. Un dessin affirme que Dieu est humour, un autre donne sa parole au prophète. Mais moi, il me faisait rire, vos dessins. D'autres affirment qu'Allah est assez grand pour défendre Mahomet tout seul. Ou alors, encore, ce très beau dessin, un homme à genoux portant son crayon comme une arme et qui dit « Face à la barbarie, utilisons les armes de dérision massive ». Fin de citation. Combien de temps il me reste? Il faudrait conclure pour laisser un peu de temps à la discussion avec le public. Je ne croyais pas être si long, je m'en excuse. C'est pas grave. Bon, je voulais, parce que si j'avais eu le temps, donc j'aurais un petit peu évoqué la question du rire contre la peur. Je vais plutôt vous donner deux exemples, deux vignettes, et puis après je terminerai avec Nicolas Bouvier quelques exemples de rire. Donc je vous donne deux vignettes sur le rire qui jaillit dans un contexte de trafic. Attention à bien parler dans le micro parce que je suis pas sûr que tout le monde entende bien. Ok. Donc je vais prendre un premier exemple dans un testament espagnol d'Arthur Koestler au moment de la guerre civile, là où les franquistes exécutent à tour de bras leurs ennemis ou leurs supposés ennemis. Et donc vous vous rappelez, Arthur Koestler est emprisonné également dans les prisons franquistes. Il ne sait pas d'ailleurs s'il ne veut pas être fusillé lui aussi dans les jours qui viennent. Et une nuit, il entend la porte s'ouvrir d'une cellule proche de la sienne. Il entend le détenu d'une voix ensommeillée demander ce qui se passe, et il comprend que le gardien est venu le chercher pour le fusiller avec un prêtre d'ailleurs qui l'Église a énormément soutenu les franquistes. Et cet homme se met à rire, refusant de croire à une situation aussi impensable. Et il dit à l'exécuteur et au prêtre « Mais vous me faites une farce. J'ai tout de suite compris que ce n'était qu'une farce. » Le gardien explique que pas du tout, ça n'en est pas une, et le rire de l'homme s'étrangle, et quelques minutes après, donc Arthur Koestler entend la fusillade. Voilà. Je vais vous citer Félag,
lors des années de plomb en Algérie, dans les années 90, alors que les intégristes multiplient les massacres, que Fellag lui-même est énormément menacé par les intégristes. Il est totalement désespéré, mais il continue ses représentations d'humoriste. Il ne renonce pas à l'arme du rire. Et là, je le cite, il dit « Parfois, quelques minutes avant le spectacle, je pleure, seul dans les coulisses. Je pense aux victimes des tueries, à mes amis morts pour leurs idées, à toutes les femmes qui se battent pour leur liberté et aux jeunes hitistes, donc les jeunes chômeurs. Je murmure en moi-même, je joue pour vous. Je sèche mes larmes et je m'élance sur scène, je ris pour ne pas mourir. » Fin de citation. Bon, il y aurait beaucoup d'autres. Le temps me manque, mais j'aurais pu citer. Je vous le résume en 2 mots. Romain Gary, qui commente cette image prise par un Allemand ou un vieux Juif. Des soldats sont en train d'humilier un vieux Juif en lui tirant la barbe. Et Romain Gary dit qu'est-ce qui se passe? Que fait le vieux Juif? Il rit lui aussi. Déconcertant totalement, évidemment, les soldats qui voudraient le voir pleurer ou se gémir ou se lamenter. Finalement, il désamorce complètement la situation et donc il reprend d'une certaine manière le contrôle. Bon, j'ai pas le temps d'analyser plus en profondeur. Je voudrais terminer sur Nicolas Bouvier, sur une merveilleuse histoire de Nicolas Bouvier qui est, c'est le moment, il en parle dans l'usage du monde. Il est à ce moment-là en Iran avec son ami Thierry Vernet, qui est photographe. Ils n'ont absolument plus un sou tous les deux. Et ils essaient de convaincre désespérément le responsable du centre culturel français de Téhéran, qui n'a absolument pas envie de faire quoi que ce soit. Il a trouvé une sinécure. Et donc Nicolas Bouvier essaie de convaincre cet homme de faire une conférence sur la littérature et puis donc d'exposer les œuvres de Thierry Vernet. Et pendant un moment, le conseiller culturel ne veut absolument rien entendre. Nicolas Bouvier et Thierry Vernet sont absolument désespérés parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils n'en peuvent plus, etc. Et ils essaient d'argumenter, puis tout d'un coup, Thierry Vernet, vous pouvez rappeler ce que je disais tout à l'heure, situation d'extrême tension. Thierry Vernet n'en peut plus de ce mur qui est devant lui et il éclate, le fou rire jaillit. Nicolas Bouvier se tourne vers lui, et lui aussi il est complètement déconcerté par ce fou rire, mais il est emporté par le fou rire de son ami, et tous les deux donc sont pris. Et que se passe-t-il? Le conseiller culturel lui-même, sans doute aussi pour sauver la face, éclate de rire. Et là, je cite un instant. Voilà. Quand la secrétaire effarée entrebâilla la porte, le conseiller lui fit signe d'apporter 3 verres. Et quand nous eûmes repris souffle, tout était devenu différent. Un rayon de soleil éclairait le tapis. Thierry exposerait d'ici une quinzaine, et je l'introduirais par une causerie. Et je crois que c'est dans les dernières pages de l'usage du monde, Nicolas Bouvier explique que ce jour-là, il a compris quelque chose de fabuleux, c'est que le rire ouvrait absolument toutes les portes. Et il explique que quand il est, lui qui était un grand voyageur, quand il est en tous les cas dans ce contexte-là, quand il est face à des douaniers, par exemple, qui scrutent son passeport et qui pensent que certainement il manque un tampon quelconque et qui risque de ne pas franchir une frontière, il raconte qu'il a toujours des blagues ou des situations qui ont été cocasses dans son histoire qui se remémorent et il commence à rire tout seul. Et à ce moment-là, évidemment, les douaniers sont complètement sidérés, déconcertés, se disent mais quel est cette espèce de gars qui est devant nous et qui va nous poser des problèmes? Et allez, passer. Voilà. Et donc Nicolas Bouvier explique que c'est devenu justement son passeport finalement dans toutes les situations compliquées. Et voilà. Mais c'est vrai que ce n'est que l'une des significations du rire. Le rire comme passeport. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Merci. Merci à tous les deux pour cet exposé. Peut-être pour permettre quand même au public de partager avec nos conférenciers, j'ouvre à présent les questions. Est-ce qu'on a les micros? Ça fonctionne? Et est-ce que parmi vous, certains auraient des questions en lien avec le rire? Alors oui, monsieur, ici. Oui, merci pour ces exposés, c'est très très passionnant, très intéressant. Il y a une question que vous n'avez pas du tout abordée de l'un ni de l'autre, c'est la question du rire des hommes et des femmes.
à savoir est-ce que les femmes rient plus que les hommes, ce que je crois, mais bon, je peux faire erreur. Et une deuxième question qui est attachée à celle-là, il y a un ouvrage qui vient de sortir, je ne sais pas quand, peut-être récemment, je ne sais plus, qui est sur le rire et l'émancipation féminine, qui rejoint cette même question. Est-ce que vous avez un point de vue sur la première et sur la deuxième? Bien, mais je vais commencer, puis Eric prolongera mon propos. C'est vrai qu'au niveau de la sociabilité, au niveau de la sociabilité, je dirais en effet, les femmes rient énormément plus que les hommes, parce que le fait de se contrôler, etc., relève évidemment de la culture du genre, hein, et notamment de la virilité, alors que le rire, je l'ai longuement évoqué, c'est une manière finalement de s'ouvrir à l'autre, de montrer sa vulnérabilité, etc. Donc c'est davantage un comportement culturellement féminin, non pas qu'il y ait une nature évidemment du masculin ou du féminin, ça n'aurait strictement aucun sens. Nous sommes ce que l'éducation fait de nous et ce que nous avons fait de l'éducation que nous avons reçue. Donc il y a beaucoup plus de liberté en matière de rire et de sourire chez les femmes. On l'observe facilement en regardant autour de soi d'ailleurs, sans avoir besoin de faire un terrain entre guillemets en la matière. Et puis les plaisanteries ne sont pas du tout les mêmes non plus, bien entendu. Alors, le rire des hommes, le rire des femmes, oui, donc il y a effectivement la dimension du genre, c'est-à-dire toute la part de l'éducation, comment on fabrique une femme, comment on fabrique un homme. Mais ça dépend des sociétés, hein, historiques, contemporaines. Enfin bon. Maintenant, il y a les représentations sociales et culturelles du rapport au rire. Et effectivement, il faut voir donc quelles sont par exemple les représentations idéales de l'homme et de la femme en fonction donc des sociétés. Est-ce qu'on valorise par exemple le rire chez la femme ou plus le rire chez l'homme? Mais c'est surtout en particulier les thématiques, les objets risibles qui vont certainement varier. Alors on dit classiquement, j'aime pas trop rentrer dans ces histoires parce que ça m'intéresse pas trop, mais on dit classiquement que pour séduire une femme, il faut les faire rire. Bon, alors ça a une part de vrai, c'est vrai. Je parlais du rire de séduction, c'est séduire, c'est les hommes qui séduisent les femmes par le rire, des hommes qui peuvent être pas du tout intelligents, ni beaux, ni ceci, cela. Ils peuvent faire rire et conquérir une femme. Parce que, pourquoi en fait? Et pourquoi ils arrivent à conquérir une femme? Enfin, certaines femmes, évidemment, il faut toujours nuancer. Parce qu'on procure du plaisir en faisant rire. C'est ça l'idée. C'est que c'est pas parce que l'homme est intéressant ou pas, c'est parce qu'il lui procure du plaisir, une certaine forme de plaisir. On procure du plaisir et en général, on ne va pas refuser le plaisir. Donc on se rapproche des gens, on est séduit par les gens qui procurent du plaisir. Bon. Maintenant, en matière de thématiques, les hommes vont utiliser, comme je disais tout à l'heure, parmi les thématiques et les techniques, ils vont utiliser surtout la sexualité et le langage obscène. Donc l'humour obscène va être très genré, masculin. Alors que les femmes vont utiliser une autre forme d'humour, plus subtile certainement, moins obscène très probablement. Peut-être qu'elles vont utiliser plus la dérision, l'humour noir et peut-être l'autodérision, à la différence des hommes. Si on veut parler de différence de genre, attention, moi je réfléchis là, par rapport à votre question. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont une dimension narcissique quand même assez fragile. Perdre la face, comme on dit, il ne faut pas perdre la face. Donc qu'on rigole sur soi-même, c'est pas forcément évident, alors que les femmes acceptent peut-être plus de rire d'elles-mêmes que les hommes. Mais ça dépend des hommes, ça dépend des femmes. Mais tout de même, en matière de genre, les hommes ont plus de difficultés à rire d'eux-mêmes parce que la virilité, la masculinité comporte une certaine nécessité d'avoir une assurance, une fierté de soi qui est peut-être incompatible avec l'autodérision, contrairement aux femmes qui sont moins préoccupées par ça. C'est-à-dire que alors là c'est le psychanalyste qui parle, il faut voir que les hommes, tout de même,
quand on parle de différence homme-femme de ce point de vue-là, les hommes sont plus fragiles. D'un certain point de vue, par exemple, ils vont moins consulter les psys, globalement, les psychanalystes, les psychothérapeutes, que les femmes. Pourquoi? Je ne vais pas vous donner la raison, mais parmi certaines raisons, il y a le fait que les hommes sont moins proches de leur intérieur de leur vie intérieure, leur vie psychique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'aborder. Donc ils sont plus dans l'extériorité. Alors que les femmes ont moins peur de leur intérieur, de leur intériorité, de leur vie psychique. Elles ont moins peur de l'affronter, de l'aborder, parce que pour aborder son intériorité, sa vie psychique, il faut avoir une certaine force psychologique. Or, les femmes ont plus cette force psychologique que les hommes. On va dire que les hommes ont plus la force physique, extérieure, si on caricature, les femmes ont plus une force psychologique qui leur permet de tenir, d'endurer dans la vie des choses que les hommes ne pourraient pas supporter. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que là, je dévie, mais pas tant que ça, parce que si on revient au rire et au risible, finalement, les femmes acceptent plus le risible et d'être moquées que les hommes. Parce que les hommes sont fragiles de ce point de vue-là, c'est clair. Bon, il faut le reconnaître. Moi, tout à l'heure, quand je me suis cogné le micro, je trouvais ça sympa que vous puissiez rire, parce que c'était un bon exemple d'incongruité. Comment un conférencier se cogne contre le micro? C'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible, la preuve. Et moi, ça m'a fait rire également. Et ça m'a fait rire de vous voir rire, parce que je trouvais ça agréable. Et comme c'est une conférence sur le rire, on est en plein dans l'actualité. Est-ce qu'on aurait une autre question? Alors oui, ici. D'abord, merci tous les deux. Il y a un micro pour. Merci à tous les deux. C'était très sérieux, j'ai trouvé par contre. Le rire, c'est très sérieux et c'est très grave. Ouais, je ne savais pas quand je riais. Vous m'avez vraiment mis vraiment des choses dans la tête que je ne pensais pas. Deux choses sur quelque chose qui m'intrigue et que vous n'abordez pas. C'est ce que j'appelle la signature sonore du rire. Donc, il y a quand même une graduation dans le rire. Et donc, j'aurais aimé vraiment avoir votre point de vue là-dessus, parce que dans certaines situations, il peut être grave, il peut être ténu, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, alors, Kaufman le dit mieux que vous, peut-être, je ne sais pas, c'est la dimension culturelle du rire. On ne rit pas toujours de la même manière, partout, dans certains pays. Et moi, j'ai toujours été frappé, comme j'ai voyagé pas mal, de voir que, et vous l'avez dit par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à aujourd'hui, cet effet de tendance. Et là, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur l'approche thérapeutique du rire. Là, vous ne l'abordez pas dans votre livrage, je sais que vous ne l'abordez pas, vous ne voulez pas l'aborder, mais il y a quand même une tendance aujourd'hui assez snob peut-être, du rire comme outil thérapeutique, et on le voit dans pas mal d'endroits, notamment pour les psychiatres, ça peut être aussi un bel outil, quoi. Donc voilà, j'aimerais voir votre point de vue là-dessus. Alors vous avez plusieurs questions, là. Alors j'en ai noté deux. C'est le premier, la sonorisation, c'est ça? La signature sonore du rire, et la deuxième, le rire comme outil thérapeutique. Oui, alors je vais d'abord vous répondre. Vas-y. Non, alors la dimension thérapeutique. Alors ça, c'est quelque chose qui me gonfle. Terriblement. Alors, je vais vous parler librement. Je n'ai jamais abordé en plus de 25 ans, 26 ans, ça passe vite en plus, la dimension thérapeutique, parce que les gens se confusionnent là-dessus, et puis ça va dans tous les sens, et il n'y a pas de réflexion théorique sous-jacente. Il y a des modes, des vagues, c'est comme les trottinettes dans les rues maintenant, ça marche bien, les cyclistes et tout ça. Vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, si c'est un phénomène de mode. Alors, quand on parle de thérapeutique, il faut parler de pathologie. Donc sinon, on peut parler de bien-être, de mieux-être, etc. Donc il ne faut pas se tromper sur les termes. Or, aujourd'hui, on parle à tort et à travers de thérapeutique. Alors la thérapie de ceci, thérapie de cela, il y a des thérapies de partout là maintenant. Alors là, parce que ça marche bien, la notion de thérapie marche bien. C'est un phénomène de mode aussi, un langage très à la mode, thérapie de ceci, thérapie de cela. Donc la thérapie par le rire, je ne sais pas ce que c'est, moi, personnellement. Alors maintenant, il y a l'histoire des rires médecins, etc. Moi, j'ai donné des conférences avec des gens qui travaillaient sur... alors ils allaient à l'hôpital, dans les services d'enfants, etc. Et les clowns qui arrivent, qui débarquent comme ça, on ne sait pas comment, et qui veulent faire rire. Je suis désolé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure,
et comme j'ai écrit et que je le dis régulièrement, on ne peut pas rire de tout, n'importe quel et n'importe comment, dans n'importe quel contexte. Les enfants, ils ont peut-être besoin de rire, mais ça dépend dans quelle situation, dans quel contexte. Est-ce qu'ils sont d'humeur à rire dans telle situation ou pas? Quand les clowns débarquent dans une chambre d'hôpital pour faire rire un enfant, est-ce qu'il est en condition pour vouloir rire? Il n'est peut-être pas en condition, peut-être que c'est agressif. C'est toute l'ambivalence du rire. Et puis d'autre part, donc d'abord, on ne sait pas si on va faire rire ou pas. Donc il y a une dimension agressive dans le fait de forcer les gens éventuellement à rire ou susciter le rire des gens. Donc il y a quelque chose d'effractif. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est antithérapeutique, ça justement. C'est antithérapeutique. Donc, si on a envie de rire, on sait quoi faire éventuellement, ou alors, donc il ne faut pas en faire une obligation et surtout pas ce qu'on appelle un outil thérapeutique. Bon. Maintenant, les thérapies par le rire, alors là, quand je vois les ateliers de gens là, qui sont réunis et qui rient, mais je trouve ça d'un ridicule, là, pour le coup, c'est risible. Et surtout que ça me fait penser plus à une gymnastique collective plutôt qu'un rire. Alors, ça fait penser un petit peu au cri primal de Janov. Alors, il faut crier, maintenant il faut rire. Comme ça fait l'aspect cathartique, là, on décharge les tensions. Bien sûr que ça fait du bien, mais l'intérêt du rire et les effets bénéfiques du rire sont dans la surprise, sont dans la spontanéité. Si on oblige à rire et on suscite les conditions pour faire rire, ça coupe une grande partie des effets bénéfiques du rire. Donc c'est c'est pas du tout efficace. Et alors là, on n'est pas du tout dans la thérapie. Pour parler de thérapie, il faut parler de pathologie. Bon, donc on peut parler de mieux-être, d'accord, mais enfin bon, les gens qui vont dans ces ateliers pour rire ensemble, attendez, allez voir un bon film, une bonne pièce de théâtre, vous allez rigoler, et puis là, c'est sympa, ou alors entre amis, mais franchement, c'est quand même ridicule, alors là, pour le coup, c'est risible. Voilà. Donc moi, les histoires de thérapie par le rire, je trouve ça d'un ridicule total. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la préface à la 4e édition, au 3e, j'ai dit, écoutez, moi, je ne parle pas des thérapies, parce que je trouve ça inapproprié. Voilà, tout simplement. David Le Breton, vous partagez cette opinion? Oui, d'abord, je vais évoquer la question de la signature du rire, puisque j'ai travaillé aussi sur la voix, qui est un merveilleux sujet assez peu abordé. Effectivement, il y a quelque chose d'une signature, entre guillemets, c'est-à-dire notre rire va nous accompagner tout le fil de notre existence. On va rire quasiment de la même manière quand on a 5 ou 6 ans et quand on en a 70 ou 80, un peu comme le visage, finalement, qui ne cesse de se modifier. Et en même temps, quand on voit un homme de 80 ans et qu'on voit sa photo d'enfant, on se dit mais c'est incroyable, mais c'est lui. Il y a donc quelque chose qui demeure, et en même temps qui demeure pourtant dans les dislocations. Parce que le rire, s'il vient libérer entre guillemets le corps des contraintes sociales, casse également le langage. Il y a une dislocation du langage avec les i, o, etc. Et en même temps, notre voix n'est plus du tout celle de la vie courante. Voilà. Mais en même temps, paradoxalement. Et c'est là où on voit comment le social pénètre, à la fois le singulier et le social nous pénètre au plus profond de nous-mêmes, puisque notre rire va être aussi partagé par le collectif. Il y a une certaine manière de rire qui fait d'ailleurs que quand certaines personnes qui rient vraiment de façon très exubérante vont couper le rire des autres, qui vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis quelqu'un qui rit pas du tout, on va lui dire aussi oh là là, quel pisse froid, il n'a pas l'air très commode, etc. Donc il y a une espèce de régulation qui est assez flottante quand même. Et donc on va inscrire sa signature propre en effet à l'intérieur du collectif. Mais ça n'existe pas. Hein. Les gens qui ne rient pas du tout, ça n'existe pas. Mais de parler de la vocalisation, ça me fait penser, à un moment vous aviez dit que, et je souriais en vous écoutant, que les recueils de blagues de l'Antiquité ne sont absolument pas drôles, que même Bergson dans Le Rire n'est absolument pas drôle, ce qui me semble être vrai, du moins en ce qui me concerne, ça m'a plus fatigué qu'autre chose de lire ça. Et je réfléchissais à comment certains auteurs parviennent à demeurer, comment dire, d'une intemporalité, d'une modernité dans l'humour, dans le rire, et en particulier Molière. Bon, en même temps, je fais un peu de publicité pour la scène de théâtre de 18h. Et en fait, de parler de la vocalisation, c'est intéressant parce que les O, les A, les I, etc.,
dans le rire, à un moment, vous dites sur cette vocalisation, le A évoquerait le rire de la pleine joie et du triomphe narcissique. Le O suggère plutôt un rire déclenché par la surprise, l'inattendu, la perception soudaine d'une incongruité. Le I, chez l'enfant, de même que le E chez les adolescents et les adultes, serait inhérent au plaisir de la dérision. Et ça me faisait penser précisément à la scène qui est dans Le Bourgeois gentilhomme, de discussion entre Monsieur Jourdain et le maître de philosophie, lorsque le maître de philosophie apprend le vocabulaire, l'orthographe à Monsieur Jourdain et qui lui apprend à dire les O, les A, les I, les A, les DA, les fa. Ce qui pourrait être aussi une clé de la modernité de Molière. Oui. En tout cas, sur un exemple aussi précis que celui-là. C'est vrai qu'il y a très peu d'auteurs qui traversent les décennies, mais il y a quand même Mark Twain, il y a Alphonse Allais, il y a Sacha Guitry, enfin il y a un certain nombre d'auteurs que j'ai relus pour ma part avec un très très grand bonheur et en pensant que c'était des auteurs éminemment contemporains. C'est-à-dire que avec le rire comme avec tout ce qui est humain, on est toujours entre l'individuel et le collectif, entre le singulier et le collectif. On est toujours dans l'universel et le singulier. Et par rapport à ces thématiques ou à ces auteurs qui font rire, ou qui font toujours rire, quelle que soit l'époque, ou quel que soit le contexte, quelle que soit la société en particulier, il faut partager des valeurs, des croyances, des idéaux, et du coup partager une culture pour se sentir proche, pour pouvoir s'identifier avec ce que dit et ce que représente la personne qui fait rire. Ça peut être un auteur, ça peut être un comédien, etc. Et il faut pouvoir partager des fantasmes inconscients qui sont refoulés et que les auteurs ou que les faiseurs de rire, on va dire, vont faire émerger. Et c'est ça l'idée fondamentale, c'est que si vous ne partagez pas des fantasmes inconscients communs, si vous ne partagez pas des désirs inconscients communs, que le faiseur de rire va pouvoir satisfaire sans vous faire l'effort à vous de faire revenir le refoulé et vous procurer une économie de dépenses, justement de refoulement, si ça ne se produit pas, c'est clair que vous n'allez pas rire et que les auteurs ne seront pas éternels. Donc, ce qui rend un auteur contemporain, qui reste toujours contemporain, que ce soit un auteur de l'Antiquité, du Moyen-Âge, du XVIIIe et du XXe, du XXIe, c'est qu'il nous permet de satisfaire des fantasmes inconscients qui sont refoulés en particulier, et il nous permet de satisfaire des désirs inconscients, que ce soit des désirs sadiques, des désirs obscènes, et également quand on prend des auteurs qui jouent avec les mots, par exemple comme Raymond DeVos, etc., ça c'est aussi une thématique importante, c'est-à-dire c'est un objet, une thématique risible que jouer avec le langage. Le langage, les mots comme des choses qu'on manipule. Et le risible a ceci de particulier que finalement, il permet à l'homme de rester toujours un enfant qui joue. Parce que le jeu de l'enfant n'est jamais abandonné par les adultes et que la société nous permet de continuer à jouer à nos propres dépens ou aux dépens des autres. Et ça, si vous voulez, ce qui est essentiel, c'est le lien structurel et historique entre le risible et le jeu de l'enfant. Le jeu de l'enfant qui exprime symboliquement des fantasmes inconscients, des désirs inconscients, parce que tous les hommes, toutes les femmes, toutes les sociétés ont besoin de maintenir en vie et satisfaire des désirs inconscients refoulés dans l'enfance, mais qui sont toujours présents et qui cherchent à être toujours satisfaits, et qui sont satisfaits par le domaine du jeu, et le jeu va prendre la forme du risible, chez les adultes en particulier, mais aussi chez les adolescents, chez les enfants, etc. Mais le risible est un domaine du jeu qui est fondamental pour la vie psychique de tous les humains et de toutes les sociétés aussi. Alors on avait une question. Alors
Alors, bonjour, merci pour cette conférence. Je voudrais juste avoir votre avis par rapport à certains humoristes qui se plaignent que le politiquement correct ne leur permette plus de faire leur travail comme leurs prédécesseurs d'il y a 30 ans, Coluche, Desproges et compagnie. Est-ce que tout simplement, ce n'est pas de la fainéantise de dire toujours c'est le politiquement correct qui nous empêche de vous faire rire? Avant de dire quelques mots là-dessus, je voudrais prolonger l'échange avec Eric autour de la rigologie, du yoga du rire et autres. Je suis quand même moins critique qu'Eric. Mon travail de sociologue, d'ailleurs, ce n'est pas de juger, mais c'est plutôt d'ailleurs de comprendre, évidemment. Et il y a une très longue, et j'en ai parlé en revanche frontalement, j'ai fait un chapitre entier dans le livre, parce que pour moi ça fait partie quand même de l'histoire de la culture, et particulièrement d'ailleurs de la culture française, puisque Rabelais a énormément écrit sur le rire. Rabelais considérait que le rire était thérapeutique, il a même des réflexions qui sont très amusantes. Il explique que quand on est malade, il vaut mieux aller voir un médecin rieur et tranquille qu'un médecin morose et autres, et il explique donc que le rire, non pas est thérapeutique, mais le rire peut aider en tous les cas à la guérison. Et d'ailleurs, il allait voir ses compagnons malades pour essayer de les faire sourire ou de les faire rire. Et puis il y a toute une tradition qui parcourt l'histoire avec des grands textes au moment de la Renaissance, par exemple, du rire médecin, etc. Et puis on arrive évidemment à une forme d'instrumentalisation et de marchandisation du rire dans le monde d'aujourd'hui, avec ces stages de rigologie où effectivement il faut rire au moment précis où le prof le dit, etc., tout en ayant évidemment payé. Ceci dit, je crois quelques-uns vont trouver des choses rigolotes là-dedans, parce qu'ils vont voir leurs collègues ou leurs copains pliés en deux, et donc ils vont pas rire parce qu'il y a eu un coup de sifflet pour rire, mais parce que simplement ça peut être une situation hilarante. Donc moi je dis pourquoi pas, parce que finalement le monde contemporain c'est un monde éminemment ambivalent. Par contre je suis beaucoup moins critique qu'Eric par rapport à l'utilisation des clowns dans les hôpitaux, parce que j'ai aussi pas mal réfléchi à ça. Et pour moi la plupart des clowns qui interviennent avec les enfants par exemple ont une extrême sensibilité clinique. Ils comprennent très bien que certains enfants n'ont absolument pas envie de rire. Donc ils vont fermer la porte doucement, ils vont s'en aller, ils vont dire on va revenir après, etc. Je crois c'est pas mécanique, hein. C'est beaucoup plus sensible que ça, et je pense que ça dessert le verrou de l'angoisse, de la peur, de l'isolement, de l'abandon de beaucoup d'enfants ou de personnes âgées ou de gens dans les hôpitaux. Donc je pense que c'est quand même assez jouable, même s'il y a des formes un peu, en effet, de caricature en la matière. Mais vous êtes d'accord quand même, oui, pour penser que le rire est promu aujourd'hui dans notre société comme une valeur, une marchandise, mais aussi une valeur très importante. Oui, c'est-à-dire il faut rire, c'est même une obligation. D'ailleurs, les gens qui ne rient pas ne sont pas des gens intéressants. Oui. Il faut rire, il faut rire, il faut être de bonne humeur, il faut rire aux blagues lourdes et inintéressantes de certains humoristes, sinon on ne comprend pas leur humour. Ou alors on n'a pas le sens de l'humour. Vous voyez jusqu'où ça va? Non mais c'est dingue, c'est-à-dire on a le droit d'apprécier certaines formes d'humour et pas d'autres. Or, il y a une dictature du rire. Une dictature du rire. C'est-à-dire qu'il faut rire, même à des formes d'humour et de risibles auxquelles on n'adhère pas du tout. Parce que si on ne rit pas à certaines formes de risibles, c'est qu'on n'a pas le sens de l'humour. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça attaque vraiment la personne. C'est très pervers. Voilà. C'est très important. Là, je partage. C'est pour ça que le rire médecin, le rire thérapeutique, ça fait partie d'une vague actuelle où rire est important parce que ça fait du bien. Ça fait forcément du bien. C'est ça l'idée. Le rire fait forcément du bien et source forcément de plaisir. Ce qui n'est pas vrai. On fera part de ces réserves à Bruno Humbeck et Boris Cyrulnik qui viendront demain pour la conférence. Il l'utilise de manière beaucoup plus subtile. Oui, parce qu'il ne faut pas jeter. Ce sera l'objet de la discussion de demain. Connaître les. Mais c'est quand même très pervers. Hein. Il y a un discours très pervers. Ce sera l'objet de la discussion de demain, de connaître les vertus éventuelles du rire du point de vue thérapeutique. Renoue le fil de la question qui avait été posée, qui était celui de savoir si le discours sur le politiquement correct était un peu un pis-aller ou
Non, une c'est facilité des profondément humoristes aujourd'hui? je trouve que Est-ce qu'il y a un profondément politiquement correct? juste que, effectivement, aujourd'hui, le rire est incroyablement canalisé. On l'a vu quand même de manière tragique avec le meurtre des rédacteurs de Charlie Hebdo. On a intérêt à se méfier de qui l'on rit, de la manière dont dont on rit avec l'autre. C'est ce qui avait amené d'ailleurs Pierre Desproges à cette fameuse formule en disant on peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, deux personnes handicapées peuvent rire entre elles, mais par contre, ne vont pas du tout supporter que quelqu'un en pleine forme reprenne la même blague. Le fait d'être entre soi, c'est l'humour des vestiaires, par exemple, dans le sport ou autre, où là, ça va être un déchaînement notamment viriliste et autres, mais ces hommes ne vont certainement pas, dans la vie courante, reproduire les mêmes blagues qui sortent dans un autre contexte. Donc voilà, pour moi, le politiquement correct, aujourd'hui, nous empêche énormément de rire. D'ailleurs, on s'étonne quand on entend Pierre Desproges aujourd'hui à la radio, mais l'alibi, c'est que ce sont des archives, etc., donc on peut écouter. Mais c'est vrai que quand par exemple, Desproges dit, alors qu'il est très malade, plus cancéreux que moi, tu meurs, par exemple, là, c'est absolument fabuleux. Ça paraît difficile dans le contexte d'aujourd'hui, où en effet, vous allez avoir des malades qui vont dire mais c'est scandaleux, on se moque de nous, etc. Regardez Patrick Timsit qui prend l'exemple d'un enfant trisomique. Il s'est fait attaquer en justice comme s'il méprisait les enfants trisomiques. Non, il a simplement pris un truc qui fait rire effectivement tout le monde. Mais quand on rit de ça, on n'a absolument pas l'idée qu'on est en train de piétiner les enfants trisomiques. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est le monde en effet d'aujourd'hui qui est vraiment très cadré. Des proches qui avaient dit effectivement à propos des circonstances dans lesquelles on peut rire sur tel ou tel sujet, qu'il valait mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de rire du nazisme avec Klaus Barbie. Oui, absolument. Oui, on ne rit pas avec n'importe qui de n'importe quoi. Oui. Donc plutôt, comment vous tendez plutôt à valider l'hypothèse selon laquelle on serait dans une époque du politiquement correct. C'est pas seulement dans le rire d'ailleurs, je dirais, c'est aussi en sociaux, en anthropo, en histoire, etc. Et vous n'avez pas intérêt à aborder certains sujets, sinon immanquablement vous faites multiplication des par les uns ou par les autres. Même si vous introduisez toutes les nuances du monde, dans mon expérience, il y a des sujets qui sont quand même pas faciles à aborder. Non, mais ça c'est pareil partout, dans toutes les époques, il y a des sujets qui sont interdits ou prescrits, autorisés, ça dépend des contextes. L'humour il y a 30 ans était quand même beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Mais dans une société complètement différente. Je crois que vous aviez levé la main pour poser une question. Ah. De yoga du rire. En tant qu'animateur de yoga du rire, je veux partager le fait que pour moi c'est vraiment une vision pour moi thérapeutique et que, enfin voilà, mais bon, ça a déjà été discuté plusieurs fois et du coup je partage le fait que sur 250 personnes que j'ai pu dans lequel j'ai pu donc animer des séances par groupe d'entre 6 ou 25 personnes, je rejoins le fait que de toute façon c'est pas de se forcer, mais que tôt ou tard, les personnes qui font le pas d'aller dans ces séances parce qu'elles en ont envie, bah, ça fonctionne, quoi. Sur 250 personnes, j'ai 2 personnes qui sont parties en mode, bon, bah non, c'est trop, c'était pas pour nous, quoi. Mais il y a toujours le fait de respecter ses limites et que c'est une approche pour moi où je rejoins effectivement le fait que, m'intéressant après à le proposer en entreprise, j'ai pas envie que ça soit le fait de forcer les gens à créer ce bien-être en entreprise, alors qu'en fait on est forcé à participer à une séance, alors qu'en fait c'est pas de notre ressort, c'est l'entreprise qui décide pour nous, quoi. Mais pour moi il y a vraiment des volontaires, des gens qui viennent avec vous pour rire. Oui, ça. Ouais. Enfin voilà. Je crois que Madame, vous aviez une question. Il paye, mais c'est en participation libre. Oui. Si, comme vous dites, monsieur, le rire, c'est le surgissement du corps. Donc, le rire, c'est une sorte d'effraction. Et peut-être que rentrer en contact avec un patient, avec un malade, et arriver à le faire rire, ça veut dire avoir trouvé la petite voie d'accès à sa personne sur le mode léger et anodin.
Ah ben moi là je suis totalement d'accord avec vous, je suis un petit peu moins critique que Eric parce que je pense qu'effectivement il peut y avoir un bon usage même du rire volontaire, délibéré. Et là le rire dans la clinique, en effet c'est une ouverture absolument formidable. C'est ce que explique très bien François Roustang dans Comment faire rire un paranoïaque d'ailleurs. Dans le rire c'est l'ouverture, c'est la distance, la distance prise avec l'enfermement dans une situation, c'est l'amorce d'une reprise en main de son histoire personnelle. Donc c'est fondamental l'humour en psychanalyse, en psychologie. Alors, attendez. Mais je l'imagine. Et pourquoi vouloir faire rire? Non, mais moi je l'imagine à titre individuel, pas à titre collectif. Moi, en tant que soignante, je parle de ça, de ma position. Pas à titre, je vois pas une assemblée de gens qu'on réunit pour faire rire selon des séquences réglées. Non, mais je me dis, quelquefois, pour accéder à un patient malade, qui est mutique, qui est enfermé dans sa maladie, tout d'un coup, faire irruption par le rire, c'est le prendre par surprise, d'ailleurs. Par surprise, c'est rentrer dans son intériorité, c'est trouver une voie d'accès pour entrer en contact. Voilà. Moi, je pense qu'un patient mutique, d'abord, il faut voir un peu dans quel état il est et quelles sont les causes de son. Oui, mais c'est pas la même chose quand même. S'il rit de lui-même, sans vouloir faire rire, en provoquant d'une manière ou d'une autre sa sortie du mutisme et son rire, je crois que c'est beaucoup plus riche sur un plan dynamique, sur le plan psychodynamique, que de vouloir le faire rire. C'est-à-dire que s'il rit lui-même au cours d'une séance, là, par contre, son rire est très riche et il est très prometteur. Par contre, vouloir faire rire en racontant une blague, en essayant non mais c'est une image, en essayant de vouloir, le fait de vouloir faire rire. Si vous dites si un thérapeute veut faire rire un patient qui est mutique ou enfermé dans sa maladie, moi je m'interroge sur le thérapeute. Oui, non, oui, mais c'est pareil, c'est vouloir quand même faire rire, susciter son rire. Alors, susciter son rire, c'est pas la même chose. Oui, j'ai l'impression que vous entendez pas sur les termes, mais peut-être que vous pourrez poursuivre la conversation ensuite. Il y avait une question. Non, mais parce que attendez, parce que ce que vous dites là est intéressant parce que vous soulevez quelque chose qui est essentiel, qui est très important, c'est la place de l'humour et du risible en thérapie psychanalytique ou en face à face, bon bref, en thérapie, on va dire en psychothérapie. Et moi je me rappelle, j'ai été invité à un colloque d'orthophonistes en octobre dernier sur le thème du rire, le rire en séance d'orthophonie, etc. Et ça, après, d'association en association, on pouvait réfléchir sur le rire en thérapie de manière générale. Et moi, j'ai fait rire des patients, j'ai pas voulu faire rire volontairement, mais il y a des moments, peut-être en cours de séance, avec certains types de patients, dans un certain contexte, en fonction de leur évolution psychologique propre, etc., où ils sont plus ouverts effectivement à l'humour, en produisant eux-mêmes de l'humour ou en me faisant rire donc, et moi-même sans le vouloir en les faisant rire. Donc l'introduction de l'humour en cours de thérapie, c'est introduire du jeu, une dimension ludique qui a une valeur considérable dans le processus thérapeutique. Et effectivement, ça c'est important, mais il faut le réfléchir et essayer de savoir vraiment ce qui se passe, et puis ne pas utiliser cet instrument à tort et à travers, comme peuvent le faire certains, en se disant que si on veut faire rire, c'est forcément bénéfique. C'est ça l'idée essentielle, c'est que vouloir faire rire n'est pas forcément bénéfique pour les patients. Ça dépend du contexte, ça dépend du patient, ça dépend de son cheminement, etc. Monsieur ? Oui, bonjour à tous. Je vous ai écouté et j'ai fait même une analogie qui me semble se raccorder à l'éloquence et donc aux mots. Quand j'écoutais l'humour de Rabelais et l'humour aujourd'hui, l'humour n'est pas le même.
l'époque de Rabelais ou à l'époque des anciens. Donc, je me posais la question de savoir si le rire n'est pas un des innombrables langages que l'individu exprime à l'égard du monde qui l'entoure. Et à ce titre, deux questions me viennent à l'esprit. Est-ce qu'on riait de la même façon, c'est-à-dire en oralisant de la même façon quand on était à l'époque des Grecs ou à l'époque antérieure? Et la deuxième chose qui m'interroge également, c'est est-ce qu'au cours de sa vie, ce langage, autrement dit, le fait de partager avec l'autre au moyen du rire, est-ce qu'il évolue? Est-ce que l'on prend au début de sa vie, est-ce que l'on a une certaine façon d'appréhender l'humour, et à la fin de sa vie, est-ce qu'on le prend de la même façon, est-ce qu'on rit des mêmes choses? Je vous remercie. Oui, c'est une question importante. Alors, en fonction au cours de la vie, la personne évolue, donc son humour évolue, sa compréhension de l'humour évolue, son rapport au risible et au rire évolue, certainement. Moi, je dirais plutôt que, probablement que, en étant très prudent, je pense qu'il y a peut-être des choses qui resteraient constantes, peut-être, dans certaines thématiques qu'on apprécie ou auxquelles on est sensible, ou à certaines techniques risibles. Et puis, il y a d'autres aspects, certainement, du risible ou de son propre rire qui évoluent. Donc je dirais, je ne me mouille pas tellement, vous avez vu, hein, mais parce qu'il faut toujours être très prudent. Il n'y a pas de réponse du tac au tac comme ça, simpliste. C'est toujours complexe et les gens évoluent, ça c'est certain, de l'enfance à la vieillesse parce que c'est inexorable. S'ils n'évoluaient pas, ça serait inquiétant, ça c'est sûr. Mais il reste des thématiques, des choses qui demeurent aussi. Donc je pense qu'il y a des choses qui évoluent à un rythme variable d'ailleurs, et puis il y a des choses qui demeurent aussi et qui se transforment, voilà, en restant vraiment prudent et général. Voilà. Oui, s'agissant donc de la manière dont on rit plus ou moins d'une époque à une autre de notre histoire, on ne peut pas mesurer évidemment ce genre de choses, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, chacun de nous qui voyage est accoutumé à penser que dans un certain nombre de pays, les gens sont infiniment rieurs ou souriants, alors que dans d'autres, au contraire, il y a une espèce de rigidité terrible. Je n'évoquerai aucun pays, mais il y a certains pays où je n'aime absolument pas aller parce que je ne rencontre que des gens fermés, douloureux, etc., mais dans des contextes sociaux et politiques d'ailleurs qui le sont également. Voilà. Et puis vous avez d'autres sociétés où le rire affleure en permanence, le sourire affleure en permanence. D'ailleurs, ce que montre très bien Mathieu Ricard, par exemple. Regardez les photos, les photographies de Mathieu Ricard sur le Tibet, sur l'Inde, sur le Sri Lanka. Tout voyageur de ces pays-là a été ébloui par la luminosité du sourire de tous les enfants, de toutes les femmes, plus rarement des hommes, mais les hommes sourient également. Et puis vous franchissez une frontière et là tout d'un coup plus personne ne sourit. Quand on essaie par exemple chez nous de faire sourire un enfant, je fais souvent ça pour m'amuser, des gamins qui sont dans des poussettes et autres, et puis on les regarde en souriant, la plupart du temps ils ont une surprise, une espèce de peur, et ils se dissimulent, et ils vous regardent à nouveau comme ça, etc. Alors que quand vous êtes dans d'autres pays du monde, il y a immédiatement cette illumination du sourire de l'enfant, qui montre d'ailleurs que les registres de confiance ne sont absolument pas du tout les mêmes selon les éducations reçues. Donc je dirais plutôt il y a des pays qui sont tendanciellement rieurs et souriants et d'autres qui le sont beaucoup moins. Je pense qu'en France on est quand même assez rieurs et un peu souriants aussi, moins que dans d'autres pays du monde en tous les cas. Oui, mais pas forcément. Oui. On va prendre une dernière question pour madame. Je voulais parler à la fois du phénomène du fait de pouvoir s'identifier à un personnage à travers la littérature en ajoutant le rire. Hein. J'ai vécu une expérience similaire à l'aventure que mène ce jeune qui est parti. Je ne sais pas si vous en avez sûrement entendu parler à la télé. Moi, j'ai pas la télé. Il est parti en voilier d'une île bretonne et il a atterri aux Antilles, puis après au Brésil, il est remonté au Labrador, il a fait le tour, il est redescendu jusqu'au Cap Horn, et puis il est remonté l'Atlantique, de nouveau le Brésil, Saint-Barthélemy même, et puis et l'Europe, avec une poule à bord.
une poule brune. Et je vous assure que si elle était morte à la fin de l'aventure, qui a duré 5 ans, je crois que j'aurais pleuré. Parce que j'ai vécu moi-même une aventure en bateau-stop. Lui avait 20 ans, moi j'en avais 24, qui a duré 2 ans. Et j'ai revécu, donc je me suis identifiée complètement parce que j'ai traversé aussi l'Atlantique en bateau-stop, en empruntant différents bateaux. Et je me suis imaginée donc revivre cette aventure avec une poule qui lui ouvrait des horizons, évidemment, parce qu'il était forcément bien accueilli, même par la douane. Vous évoquiez la douane, à un moment donné, oui, ça a fait rire les douaniers, alors qu'il n'était pas en règle. Il y avait la grippe aviaire en plus, donc il faisait plutôt peur avec sa poule. Mais c'est passé. Et voilà, quoi. Et en plus, c'est un jeune qui fait du kitesurf, parce que c'est une aventure récente, ça date de 2018. Donc il fait du kitesurf ou de la planche à voile. Et la poule, elle est dressée, elle est apprivoisée, elle monte sur le wishbone. Quelle est votre question? C'est sur Ma question, c'était le fait de pouvoir s'identifier à une aventure ancienne en rajoutant le rire. Hein. C'est merveilleux. Ah, se transposer à travers l'exemple des romans. En retombant en enfant, bon, pas tout à fait, j'avais 20 ans, mais presque, dans la chance de pouvoir retomber des années en arrière. J'ai 59 ans, donc vous imaginez, ça date de 39 ans en arrière. Et en ajoutant le rire, c'est absolument fabuleux. Ceci étant, donc là, vous soulevez une question fondamentale que moi j'avais déjà évoquée là, c'est-à-dire que pour pouvoir rire ensemble, ou rire de discours, de situations anciennes ou d'époques anciennes, etc., il faut pouvoir s'identifier, c'est-à-dire retrouver une partie de soi-même, se retrouver dans l'autre, dans ce que dit l'autre, dans ce que fait l'autre, et c'est un des processus élémentaires et fondamentaux de tout groupe et de tout lien intersubjectif. Sinon, on ne peut pas rire. Donc ça, c'est un processus psychique qui est fondamental, l'identification. Bon. Et le partage, donc, mais ça c'est par l'identification, le partage d'idées, de croyances, de valeurs, d'idéaux, d'interdits, de refoulement, d'objets de refoulement, etc. Parce que sinon on ne rit pas. Sinon on ne rit pas ensemble, ça c'est évident. Merci beaucoup, Monsieur Smadja. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Merci à vous. Merci à vous. Demain, on reviendra sur la thérapeutie par le rire. Je ferai part à nos deux conférenciers, Boris Cyrulnik et Bruno Humbeck, des réserves que vous avez émises. Les conférences continueront pour préciser. Demain, ce sera plutôt la thérapeutique. Mercredi, ce sera sur la question de savoir si on peut rire de tout, question qui avait été posée, abordée. Jeudi, ce sera sur les liens entre le rire et philosophie. Et puis, Madame, vous parliez d'un exemple d'ouvrage. Vendredi, on parlera de la place du comique et du rire dans la littérature. Plus proche de nous, vous avez à 18h Le Bourgeois Gentilhomme qui est joué dans le cloître de Sainte-Catherine de Sienne. Et puis, je vous rappelle qu'il faut penser, si vous souhaitez y participer, à prendre vos places pour le concours d'éloquence et la lecture à Caumont. Merci beaucoup d'être venus.